Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. Salut, guys. Damn, ça fait toujours du bien d'être ici, hein? Ouais, je te jure, man. Damn. Je te promets. So, aujourd'hui, on se demande, est-ce que investisseur devrait être accessible à tout le monde? Damn. Puis, on se pose la question parce que depuis le début de la pandémie, au Canada et aux États-Unis, il y a une forte augmentation d'usagers de plateformes d'investissement ou de trading, on va dire, donc qui offrent des actions à 0%, $0 de commission, en fait. Et ces plateformes deviennent de plus en plus populaires, ils sont de plus en plus utilisés, et depuis que ces plateformes peut-être rentrent un peu dans la controverse et qui sont un peu plus discutées, plusieurs voix se font entendre pour dénoncer le danger de ces plateformes et ce qu'ils représentent auprès des utilisateurs. Et d'autres voix s'élèvent à la défense de ces nouveaux entrants dans le marché. Donc aujourd'hui, on explore ce phénomène, puis on va en discuter ensemble, puis on se pose la question, est-ce que l'investissement devient trop accessible? Donc aujourd'hui, on va commencer par le porte-manteau, je dirais le porte-parole en termes de compagnie de ces intrants, qui est Robinhood. Donc, Robinhood, qui est juste utilisé aux États-Unis, puis on va parler après je dirais, l'équivalent canadien. C'est une start-up, en fait, financière, qui a été fondée par deux étudiants de Stanford, comme beaucoup de start-ups de la Silicon Valley, mais c'est un autre sujet pour une autre fois, en 2013. Donc, pour eux, leur but, c'était vraiment de démocratiser la finance et de le faire plus accessible pour les investisseurs qui ont moins d'argent et qui sont plus jeunes. Donc là, on va aller dans quelques détails financiers. Donc là, vous l'avez compris, c'est un épisode plus finance, donc on va aller un peu plus dans les détails. Donc, qu'est-ce que Robinhood offre? Donc, Robinhood, c'est principalement une application. Donc, c'est une app qu'on peut download sur le App Store ou sur le Android Store. Puis, ce qu'ils offrent, c'est qu'ils vendent des actions. Ils permettent de vendre et acheter des actions gratuitement. Donc, on parle des actions de Tesla, de Apple, de Netflix, de Google ou n'importe quoi. Ils offrent aussi certains autres produits, par exemple des options, qui sont des produits un peu plus complexes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui habituellement sont réservées aux investisseurs plus avisés, si on veut. Et ils offrent aussi la possibilité d'aller emprunter de l'argent pour aller faire plus de trades, par exemple. Et là, récemment, ils ont aussi offert la possibilité d'acheter des cryptos. Donc, on voit vraiment que c'est une plateforme, en fait, qui est destinée pour les jeunes. Lorsqu'on regarde la plateforme, vraiment, l'interface est facile. C'est facile à acheter, c'est facile à rentrer, de mettre de l'argent, de vendre, d'acheter, et vraiment de deal avec tout ce qui se passe dans la finance. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amener les jeunes dans cette plateforme-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit, en fait? On voit au niveau de la démographie. On voit que l'âge moyen des utilisateurs de cette plateforme-là est de 30 ans. Et ça a monté parce qu'au début, c'était 26 ans. Donc, on voit que c'est vraiment beaucoup de jeunes qui sont sur la plateforme. On voit aussi qu'ils ont eu une augmentation fulgurante, en fait, depuis 2013 au niveau de leur nombre d'utilisateurs. Ça veut dire qu'on parlait, en fait, qu'ils avaient 2 millions d'utilisateurs en 2017. Right? En 2019, ils avaient 10 millions d'utilisateurs. Wow. Et là, en 2020, ils ont ajouté 3 millions d'utilisateurs supplémentaires. Donc, on voit que depuis la pandémie, ce qui se passe, c'est que là, on va voir un peu avec ce qu'on a ici, la PCU. Aux États-Unis, ils ont reçu $1 200. Avec cet argent-là, il y a beaucoup de monde, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à trade, ils ont commencé à mettre de l'argent. Puis là, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que par rapport à leurs revenus, ça a augmenté, ça a explosé en 2020. C'est-à-dire que là, ce qu'on parle, c'est que, par exemple, dans le deuxième quarter de 2020, ça veut dire qu'on parle environ de avril jusqu'à juin, ils ont fait 180 millions de dollars de revenus. Incroyable. Ça veut dire que pendant 3 mois, là, pendant la pandémie, ils ont fait plus d'argent que de 2015 à 2018. Insane. Oh. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que là, le phénomène qu'on parle aujourd'hui, c'est un phénomène où est-ce que le monde sont chez eux, ils ont plus de temps dans leurs mains, ils ont de l'argent du gouvernement, certaines personnes que, comme, peut-être que, peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, peut-être que non, ça c'est aussi à débattre. Puis qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ben, ils commencent à trade parce qu'ils se disent, OK, ben, je peux aller faire un revenu supplémentaire, right? Puis là, on voit à cause de ça, la valuation de cette compagnie-là, on voit que maintenant, en fait, en août 2020, ils sont valués à plus de 10,2 milliards de dollars. Donc, c'est intéressant de voir comment cette plateforme est devenue populaire puis comment elle permet à beaucoup de monde d'embarquer sur le marché. Et aussi, on voit aussi que cette popularité est quand même soutenue. Donc, si on regarde présentement
sur le App Store, Robinhood est le 17e app le plus populaire, puis le deuxième dans la catégorie finance. Donc, on voit aussi ce qui se passe avec Robinhood, c'est qu'ils ont permis, en fait, ils ont vraiment, en fait, à cause de eux, les autres entreprises qui deal dans le brokerage world, qui permet à d'autres personnes d'acheter et vendre, ils ont dû baisser le prix de leur commission aussi. Donc, on voit aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je vais laisser peut-être Alexander parler de la version canadienne, si on veut, de Robinhood. Exact. Donc, au Canada, on a Wealthsimple. Vous avez vu les publicités dans le métro auparavant. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, c'est une application très similaire qui vous permet de trade aussi sur le market. Ça vous permet d'acheter de la crypto. Ça a été fondé à Toronto par Michael Katchen en 2014. Et maintenant, en 2019, Wealthsimple a environ 5 milliards in assets under management. Puis, où que Wealthsimple est un peu différent des autres, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils offrent un service de robot advisor. Donc, ça te permet en quelque sorte de mettre, admettons, tu peux mettre 1 000 $, puis tu as comme un AI qui va te dire, OK, où tu devrais mettre ton argent, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que tu n'as pas besoin de mettre un gros montant minimum pour le faire. Tu peux le faire avec comme 50 $, not even. Donc, Wealthsimple est super intéressant. Puis c'est actuellement le numéro 1 dans la catégorie finance dans le App Store. Donc là, justement, tu es en train de dire, OK, tout le monde peut investir. It sounds really fun. C'est des Robinhood, par exemple, c'est des accounts qui ont entre 1 000 et 5 000 $, par exemple, par investisseur, contrairement à E-Trade, qui est très, très populaire, que là, on parle de 100 000 par compte. Right? Donc, on voit déjà la différence d'âge puis la différence de capital. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment un mauvais côté de ces plateformes-là? Right? Puis, une des premières mauvaises choses que je pourrais dire, ce serait au niveau de la gamification. So, gamification, c'est une stratégie qu'on a présentement, qui est extrêmement utilisée sur les sites Internet, sur les applications. Puis ça, c'est peu importe l'industrie. Que ce soit une application sérieuse ou pas, il y a la gamification. Gamification fait en sorte que tout paraît comme un jeu. It just looks like a video game, littéralement. Tu vas acheter un stock, tu appuies sur Buy, puis là, c'est un petit bouton rond, fun, puis ça pop-up, puis un peu plus, puis tu as des feux d'artifice à chaque fois, genre. Puis le fait de justement avoir la gamification sur les investissements, c'est ça qui fait en sorte que les jeunes peuvent vraiment, vraiment aimer ça, puis ça le rend un peu plus addictive. Ouais. Donc, on sait vraiment, tu sais, plusieurs personnes comme Warren Buffett va dire que, tu sais, pour investir, tu mets ta position pendant un certain temps, puis tu attends de voir si ça grow ou quoi que ce soit. Mais quand tu as un gamification derrière ton application, peut-être que là, à la place de le hold ton stock de Tesla pendant comme, je sais pas, 6 mois, 1 an, une semaine plus tard, tu regardes, tu retournes sur l'application, puis tu fais juste le vendre pour le vendre. Genre, juste pour avoir la genre de petite pulsion, la petite dopamine qui sort, et ainsi de suite. Et ça, je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose de super dangereux. Puis tu sais, il y a même sur ce point des recherches qui le montrent, que plus que tu fais de transactions dans ton compte, plus ton retour descend. Donc, effectivement, ça va à l'encontre un petit peu de cette du gamification qui fait en sorte que tu as toujours son petit nudge, ta petite notification comme « Hey, en passant, tu n'as pas tué depuis longtemps. » genre. Exactement. Puis souvent, quand quelque chose est gamifié, il n'y a pas beaucoup d'informations alentour, right? Parce que c'est vraiment des bulles très claires. Tu as comme 3 boutons sur une page blanche, right? Mais ça peut créer des trucs vraiment dangereux, dont le jeune homme d'enfant de 20 ans qui s'est suicidé alors qu'il pensait qu'il avait perdu, comme je pense, c'était combien d'argent qu'il pensait avoir perdu? 730 000 qu'il pensait avoir perdu. Combien? 730 000. Ouais, donc il croyait avoir perdu 730 000 dollars. Je sais même pas s'il y avait ce compte-là. Anyways, I don't know how it happened, mais c'est littéralement jeté devant un train parce qu'il pensait qu'il avait perdu un gros montant d'argent. Ouais, puis tu sais, comme sur ce point, plus de détails en fait, puis c'est le deuxième, je dirais, point là où est-ce que il y a beaucoup de controverses au niveau de Robinhood, c'est la facilité à utiliser des produits financiers un peu plus complexes. Donc, c'est au-delà de pouvoir acheter et vendre des actions, ils offrent aussi l'opportunité de trade dans des options. Des options, c'est des termes, c'est des instruments financiers plus complexes que je dirais même à l'université, on a des cours sur les options, puis il y a tellement d'informations qui vont là-dedans que genre, la plupart du monde trouve ça très dur. C'est-à-dire que là, tu offres ça à des enfants, des jeunes qui peut-être ne sont même pas dans l'industrie, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Puis en fait, ce qui s'est passé avec ce jeune homme, Alexander Kearns, c'est qu'il a trade des options, puis en gros, là, genre, pour pas rentrer dans les détails, c'est que la façon que l'option marche, c'est qu'ils vont te montrer un montant qui représente la valeur de ce que tu as fait, mais finalement, c'est juste comme un montant hypothétique, en fait. Puis lui, il a vu, puis la façon que l'interface était faite, il a vu ce montant-là, puis il pensait qu'il avait vraiment perdu ce montant d'argent. Je pense qu'il y avait peut-être 20 000 $ dans son compte, puis il pensait avoir perdu, 730 000 $. Ça veut dire qu'il devait de l'argent à la compagnie.
Donc là, tu as un jeune de 20 ans qui voit son truc et dit « Ok, j'ai perdu 700 000 $, comment il faut que je fasse pour payer ça? J'ai 20 ans, genre, je suis un étudiant, genre, comment je fais pour... Comment ma vie est finie? » Puis finalement, il décide de s'enlever la vie. Donc je pense que là aussi, tu vois les dangers. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont parlé des dangers de donner des instruments complexes à des personnes qui peut-être ne les comprennent pas. Donc, définitivement, la gamification, je crois que c'est un des mauvais côtés, mais je pense que même un peu leur business model, right, la manière qu'ils gagnent leurs revenus est largement critiquée. Donc, j'imagine que tu pourrais un peu rajouter un peu de détails par rapport à ça. Oui, bien sûr. Ben, la question qu'on se pose, c'est bon, ils offrent d'acheter et vendre des actions à 0 $. Ça veut dire comment ils font de l'argent. Right? C'est ça la question principale. Donc, eux, en fait, ce qu'ils disaient dans leurs informations qu'ils montraient à leur clientèle, c'était que ils avaient deux modes de sources, deux sources de revenus. Donc, premièrement, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont un service premium qui s'appelle le Gold, donc le service or, puisque ça permet en fait, ça permet d'avoir comme des limites plus hautes. Ça permet de pouvoir acheter des actions à l'extérieur de ce qu'on appelle les after trading hours, c'est-à-dire comme au début ou à la fin, plutôt que tout le monde ou après tout le monde, tu peux continuer à acheter et vendre des actions. Donc ça, ils disaient qu'ils faisaient de l'argent comme ça. Une autre façon qu'ils font de l'argent, c'est par rapport à l'intérêt. Donc là, par rapport à l'intérêt, ça veut dire que toi, si tu mets de l'argent dans ton compte, puis tu peut-être l'utilises pas, eux, ils vont faire comme les banques, ils vont le passer à quelqu'un d'autre ou ils vont le prêter en fait à d'autres institutions financières pour aller chercher de l'intérêt ou ils vont l'investir pour avoir de l'intérêt. Donc là aussi, il faut penser qu'ils vont peut-être pas faire autant d'argent que les autres institutions financières parce que comme tu l'as dit, la moyenne des comptes est beaucoup plus bas que les autres institutions, les autres brokerage firms. Mais là, il y a une troisième aussi source de revenus qui représente environ 40 à 50% de leur source de revenus ils n'ont pas dit au début, puis après, finalement, ils l'ont dit, mais comme c'est un peu comme shady de la façon qu'ils l'ont dit. Donc, ils ont reçu un fine, en fait, une amende de 65 millions de $, des régulateurs aux États-Unis. Hey boy. Puis en fait, ce qu'ils font, c'est que quand toi, tu décides d'acheter une action, c'est-à-dire que, on va dire, je fais un exemple, Alexander décide d'acheter une action de Joe Blow Inc. à 50 $ et 12 sous. Ça veut dire que toi, moi je suis, disons, on va dire, Robinhood, tu m'envoies la requête pour l'acheter à 50,12. Moi, ce que je fais, ben à ce moment-là, moi, je vais voir comme une autre compagnie tierce. Je vais l'envoyer, je vais dire, écoute, Alexander veut l'acheter à 50,12. Puis eux, ce qu'ils vont faire, OK, ben ils vont aller l'acheter à 50,10 sous. OK. Right? Puis là, toi, ils vont te le vendre à 50,12 sous. Soit ils ont fait 2 sous. Puis ça, c'est rien, 2 sous. Mais sur des millions puis des millions de trades par jour, ça fait de l'argent. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils payent Robinhood, c'est-à-dire que moi, ils vont me payer. Puis ils vont dire, ah, mais merci de nous avoir permis d'avoir allé chercher un peu plus de sous chez Alexander, puis on va te donner l'argent à toi. Donc en fait, ils font beaucoup d'argent par rapport à ça, puis c'est la majeure partie de comment ils font leurs revenus. Là, le problème avec ça, c'est que beaucoup de personnes disent, effectivement, moi, ce que je fais, ça veut dire que chez Robinhood, je n'offre pas à mon client le meilleur prix possible. Donc, il y a beaucoup, je dirais, de controverses par rapport à ça. Certaines personnes vont dire, écoute, c'est pas la fin du monde. D'autres personnes vont dire, ben, tu représentes pas le meilleur prix à ton client. Donc, ça, je dirais que c'est comme le plus gros problème. Puis, c'est toujours quelque chose qu'ils essayent de travailler. Puis, tout ça fait en sorte qu'il y a un sentiment de, OK, ces applications-là sont dangereuses pour les jeunes investisseurs qui peuvent excusez-moi l'expression, se péter la gueule. Exact. Donc, c'est extrêmement dangereux right, quand on regarde comme ça, mais la réalité, c'est que je pense que le changement vient toujours avec ses dangers. Yeah. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que, justement, peut-être que Robinhood est une bonne chose et que pourquoi Robinhood est en train de disrupt le market complètement. Moi, ma réponse à ça, la première réponse que je veux dire, c'est vraiment la démocratisation en fait, de l'accès au marché financier. Donc, c'est souvent réservé à des gens qui avaient beaucoup d'argent. Les banques avant, quand on a commencé à trade à genre 20 ans, genre 21, les banques, c'est comme si tu mets 10 000 $ dans ton compte, tu ne payes pas de frais de commission. Genre, parce que c'était vraiment pour des personnes qui étaient plus aisées habituellement, des gens qui étaient déjà leur carrière, et ainsi de suite. Donc, je me rappelle avant, je pense, avec la plateforme que j'avais, je pense que c'était Banque Nationale, je payais 10 $ ou 15 $ par trade. Ce qui est beaucoup. Qu'est-ce qui est énorme. Surtout que, tu sais, c'est un flat fee. Ça veut dire que tu payes, si tu achètes une action à 10 $, tu payes 10 $. Ça n'a pas de sens. Tu payes 20 $ pour acheter quelque chose à 10 $. Exact. Right? Donc, ça, c'est qu'est-ce que je payais. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, j'étais comme, OK, est-ce que je le vends maintenant? Est-ce que je suis prêt à perdre 15 $? Tu sais, imagine, tu achètes un stock à comme 10 $, mais pour faire la transaction, ça me coûte 15 $. Ouais, exactement. Tu es perdant.
Donc, bref, l'accessibilité justement au market, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les gens de notre communauté, encore plus important. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on investisse, il faut faire travailler l'argent pour nous. Puis si tu peux le faire le plus jeune que possible, c'est encore mieux parce que ça, c'est une théorie en finance, right? Tu sais beaucoup mieux que moi. Il n'y a rien de plus valuable que ton temps. Ben oui, si tu commences à investir à 5 ans à l'avance, le return est incroyable. Là. Comme, you guys have no idea ouais, what c'est le taux d'intérêt compounded proposé. interest can do. Donc ça serait mon point positif. Ça serait quoi pour le tien? Ben, tu sais, comme, il y a plusieurs points positifs. Et je pense qu'il faut comprendre à quel point ces applications-là, ces startups-là, sont en train de changer le marché. Puis c'est déjà arrivé dans le dot-com bubble, ça veut dire dans le début des années 2000, parce que E-Trade est arrivé, parce qu'avant, ça coûtait encore plus cher. C'est-à-dire qu'avant les années 2000, il fallait que tu appelles ton broker au téléphone, puis dire, je vais faire ce trade-là, ça a coûté $25, puis comme... C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des centaines de milliers de dollars pour commencer. Yeah. Avec... le dot-com bubble au début des années 2000, c'est devenu moins cher. Donc là, tout le monde a baissé à environ $10 par trade, right? Là, ce qu'on a encore, ce qu'on appelle un race to the bottom, c'est-à-dire une course vers le bas, où est-ce qu'encore une fois, Robinhood puis Wealthsimple, ce qu'ils font, chacun dans leur marché respectif pour le moment, c'est d'amener les autres institutions financières à baisser leurs frais. Ça veut dire que là, aux States, tu as eSchwab qui ont décidé d'annuler les frais de trading à 100%. Donc là, ça fait en sorte que le marché change. Ça veut dire que les investisseurs gagnent en général par rapport à ça. Tu as aussi mentionné l'idée, puis j'ai réitéré cette idée-là, que le montant moyen d'un investisseur dans Robinhood est de $1,000 à $5,000, tandis que pour E-Trade, c'est environ $100,000. Pour TD Ameritrade, qui est aux États-Unis, c'est environ $110,000. Puis Charles Schwab, qui est un autre brokerage, une firme de courtage, c'est $240,000. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces trois autres institutions, firmes de courtage, l'utilisateur moyen est une personne sûrement plus vieille, qui a sûrement déjà les moyens d'investir. C'est-à-dire que ces personnes-là étaient déjà privilégiées, puis maintenant peut encore plus aller chercher des opportunités d'aller fructifier leurs revenus. Là, ce que Robinhood permet de faire, et Wealthsimple aussi, c'est d'aller dire, OK, mais toi, tu commences ta vie maintenant, là, tu peux tout de suite aller chercher des revenus. Tu peux tout de suite aller bâtir un portefeuille, en fait, right? Puis une autre chose aussi qu'ils permettent de faire, puis qu'ils ont vraiment commencé, puis qu'ils ont démocratisé, je vous dirais, c'est la possibilité d'acheter des actions fractionnaires. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est des actions fractionnaires. Ça veut dire que, par exemple, tu vas aller acheter Shopify, qui est pratiquement $2,000 canadiens. Pour acheter une action, ça veut dire qu'il faut $2,000 pour acheter une action. Si tu as juste $2,000 à investir, est-ce que tu vas vraiment mettre $2,000 dans une seule action, puis tout ton risque est lié à Shopify? Nope. Exactement. Donc là, ce que l'achat fractionnaire d'actions te permet de faire, c'est d'acheter une partie d'une action. Ouais, je pense que ça vient aussi beaucoup de ce qui s'est passé avec la crypto, parce que tu peux, par exemple, acheter un 1% de Bitcoin. Je pense que ça spill over vers le marché traditionnel, parce que maintenant, tu peux acheter pour $100 une fraction de Shopify. C'est-à-dire que tu peux, avec peu d'argent, faire les mêmes retours d'investissement. Donc, c'est super. Aussi, une autre raison pourquoi Robinhood a tellement changé le marché, c'est ce qu'on appelle l'avenue des Robinhood Traders. Yeah. Ça veut dire qu'avant, on avait des personnes qui échangeaient les actions de façon, soit par jour, par semaine ou souvent. Il y en avait un peu. Mais maintenant, il y en a tellement à cause de Robinhood que tu as des actions maintenant qui ont explosé. Right? On regarde Tesla, le cours de l'action de Tesla, je pense que c'est 400% en un an. Ça n'a pas rapport, man. Exactement. Tu as NIO, tu as plein de différents stocks qui ont été poussés par des compagnies. Puis là, maintenant, tu vois n'importe quelle compagnie. Je pense que tu m'as parlé d'une compagnie d'hydrogène. Ouais, Plug Plug a comme monté en un mois de 130%. Puis qu'est-ce qui était fou, c'est qu'il y a peut-être 3 ans de cela, on parlait, toi et moi, puis j'étais comme... Tu sais, à un certain point, justement, le fait que les gens n'arrêtent pas d'être comme... Tu sais, d'être... comment je pourrais dire ça? De spéculer sur Tesla. Tu sais, ça va sûrement blow up ou quoi que ce soit. Puis là, tu me disais, ben non, tu sais, ils n'ont pas vraiment de poids parce qu'à la fin de la journée, c'est les investisseurs d'institutions, right? Institutional investors that really make a difference. Puis là, pour de vrai, dans le temps, c'était vrai, qu'est-ce que tu disais. Puis maintenant, c'est plus le cas. Exactement. Et c'est fou. C'est juste pour dire à quel point c'est disruptive. Avant, pour que le market move, il fallait que les institutions comme les grosses banques move. Maintenant, non. Robinhood, des gars sur Reddit sont en train de dire, OK, tout le monde en achète live. Funny story. Elon Musk, sur son Twitter, il dit buy Signal. Au Signal, genre, je pense qu'il y a une application, dans le fond, pour remplacer WhatsApp. Parce que WhatsApp a comme plein de confidentiality ou whatnot. Puis Signal ou whatsoever, c'est une application qui garde ton privacy at first. Ouais. Puis
les gens ont juste vu ça, ils ont vu que Elon a posté ça, sont allés acheter le stock Signal. C'est même Signal pas, ça est pas private. rapport. C'est ça. So, Ça n'a même pas rapport. Donc, c'est juste pour dire à quel point que maintenant, tout le monde s'influence juste à travers un tweet ou à travers juste un message dans un forum ou sur un tweet. Puis ils font juste des décisions bizarres. Mais c'est juste pour vous dire à quel point que justement, ces gens-là ont de l'impact. Exactement. Parce que ce stock-là a monté de comme 20%, 15%, juste à cause que des gens ont fait des erreurs par rapport à quel stock acheter. Puis l'effet de masse de ça, c'est que avant, ça arrivait, on avait ce qu'on appelait le pump and dump, parce que tu avais des scams, où le monde disait d'aller acheter des stocks, puis ça montait, puis ça redescendait. Mais là, le truc avec ça, c'est que maintenant, c'est même plus des... Tu as encore les pump and dump, mais tu as même juste des achats soutenus pendant des mois, parce que là, tu te dis, est-ce que ça va redescendre? Ça finit par ne jamais redescendre. On prend beaucoup d'exemples de Tesla, parce que tout le monde pensait que ça allait redescendre, ça n'a jamais redescendu, puis c'est pour ça que Elon Musk s'est rendu l'humain le plus riche sur la Terre. Right? Donc, la force de ces traders-là qui rentrent dans le marché est tellement importante maintenant. Puis tu l'as dit, sur Reddit, il y a Robinhood qui est un subreddit, il y a Wall Street Bets qui sont des subreddits que même maintenant les institutions financières comme Goldman Sachs, JP Morgan regardent parce qu'ils disent, OK, où est-ce que je peux aller chercher des revenus ou même aller trade against, que je peux contrer parce que je sais qu'eux, ils ont peut-être tort. Ouais. Donc, cette force-là change le marché, puis je pense pas qu'on va revenir à ce qu'on était avant, parce que c'était juste comme, OK, on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Puis même à travers les différentes années, puis là, c'est un peu plus nerdy comme sujet, mais lorsqu'on regarde les acquisitions des grandes banques, donc je pense que c'est JP Morgan qui a acheté E-Trade l'année dernière. Ouais, c'est Charles Schwab. C'est qui a acheté E-Trade? Je pense. Bref, ils ont commencé à acheter justement des compagnies qui sont un peu plus petites, des compagnies qu'ils n'ont jamais regardées, parce qu'auparavant, les grandes banques comme Goldman Sachs et tout ça s'intéressaient plus aux particuliers. Ils voulaient juste faire de l'argent dans le investment banking à travers des IPO. Tout le reste, c'était du noise. Maintenant, non, ils sont en train de faire des acquisitions sur acquisitions sur acquisitions pour pouvoir justement avoir accès à ce nouveau marché-là qui est en train de s'ouvrir. Donc, tu sais, on en parle vraiment souvent, mais encore une fois, je pense que cette disruption-là est vraiment positive, as long que vous prenez le temps aussi de vous renseigner sur l'industrie de la finance. Puis je pense que tu as des informations à partager. Ouais, exactement. Puis tu sais, juste pour revenir à ce que tu disais, je pense que tu avais raison, effectivement, c'est Morgan Stanley qui a acheté E-Trade pour 13 milliards de dollars, right? Donc, grosse transaction qu'on voit que finalement, ils essaient de rentrer dans ça aussi. Yeah. Donc, c'est sûr, effectivement, que, tu sais, là, la question, c'est qu'est-ce que nous, on pense de ça. Je pense qu'on a parlé du bon puis du mauvais côté. On essaie d'être impartial. Mais personnellement, effectivement, je crois que la démocratisation de la finance, c'est quelque chose qui est inévitable dans le marché. C'est quelque chose que, avec les médias sociaux, avec les technologies qu'on a, c'est impossible de ne pas permettre aux gens de tous les jours de participer dans un système qui, en fait, soit bénéficie tout le monde ou sinon qui pénalise certaines personnes. Donc, ça veut dire que si il y a certaines personnes qui sont pénalisées, c'est parce qu'ils ne font pas partie des décisions qui sont prises dans ce marché-là. Donc, effectivement, le fait que quelqu'un peut acheter des actions fractionnaires, quelqu'un peut commencer avec $100, qui peut commencer avec $110, je pense que là, il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Par contre, c'est sûr que là, il y a différents trucs qu'il faut vérifier parce que le marché financier est un marché où il y a plusieurs acteurs. C'est comme si je te disais que tu rentrais dans une piscine ou dans un court de basket, puis t'as genre des gars de 7 pieds 2 qui peut te dunk sur ta tête, des gars de la NCAA, puis t'as comme un gars de 5 ans qui est comme yo, laisse-moi jouer, genre. Right? C'est pas tout le monde qui va gagner. Donc, faut être sûr de vraiment comprendre dans quoi on s'embarque. Yeah. Ça, c'est super important. Right? La facilité d'accès ne veut pas dire non plus que c'est plus facile de gagner, c'est plus facile d'aller chercher des revenus. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Puis je pense que ces compagnies-là commencent à comprendre qu'ils donnent de l'éducation. Wealthsimple donne de l'éducation par rapport à ça. Robinhood donne de l'éducation. Mais je pense qu'il faut un encadrement de ces compagnies-là où est-ce que il faut trouver un juste milieu entre eux. On veut avoir plus d'utilisateurs. Puis, en même temps, il faut s'assurer de leur sécurité. Ça veut dire que si tu utilises de la gamification, tu donnes des confettis là pour leur dire « Hey, what's up? T'as gagné genre notre trade, genre something like that. » Peut-être finalement, fais pas ça. Parce que peut-être que finalement, tu fais mal aux consommateurs. Un exemple qui était drôle par contre, par exemple, c'est que Robinhood a fait à la fin de l'année un genre de Spotify Wrapped. Tu sais, comme Spotify, quand ils font les trucs, genre que comme... Please. Puis là, ce qu'il disait, c'est comme, t'as trade, le stock que t'as plus trade, c'est ça. Le stock qui t'a donné le plus de retour, c'est ça. Puis là, il y a un gars qui était comme, tu sais, le Robinhood Wrap m'a fait réaliser que, genre, j'ai regardé un stock plus de 18 000 fois dans une année. C'est maladif. Ça veut dire que, puis le stock, obviously, c'est Tesla. Ouais, Tesla. Puis, non, mais tu réalises. Il y a 300.
Ça veut dire qu'il a checké environ... C'est plus de il a 50 checké fois. 60 fois par jour. Ouais, au moins 60 fois par jour. Puis quand il a vu ça, c'est sûr, eux, ils disaient comme, en passant, genre, t'es un petit peu, genre, tu sais, t'aimes vraiment ce stock-là. Mais peut-être qu'il y a aussi une opportunité de dire, écoute, en passant, genre, peut-être que si t'avais trade moins de fois, t'aurais fait plus d'argent. Peut-être que si t'avais été plus... Je pense qu'il y a une habileté de ces entreprises avec la technologie qu'on a de faire de l'éducation en continu. Right? Puis c'est là, je pense que vraiment l'opportunité est perdue. Ouais, non, définitivement. Puis je suis d'accord avec... Je vais pas répéter ce que tu as dit parce que je suis vraiment d'accord avec tout ça. La seule chose, c'est que encore une fois, toutes les compagnies, puis je pense que c'est la même chose avec même nous, à un plus petit niveau, admettons, tu as une petite entreprise ou quoi que ce soit, tu as une responsabilité, genre. C'est pas juste about, ah non, si j'arrête de faire ça, j'aurai moins de revenus ou quoi que ce soit. On a vraiment des responsabilités super importantes lorsqu'on vend quelque chose à quelqu'un, peu importe qu'est-ce que c'est. S'assurer de la qualité, puis s'assurer qu'il n'y aura pas de trucs néfastes ou d'addiction chez les gens. Puis bref, je pense juste qu'on doit vraiment être plus intentional, puis prendre nos responsabilités, puis be accountable lorsqu'on vend quoi que ce soit à des personnes. Donc, je pense que les deux, on agree que l'investissement devrait être accessible. Oui, ça doit être accessible. That's facts. There is a way to do it. Exactement. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Yes. Donc, merci d'avoir écouté notre épisode sur est-ce que l'investissement devrait être accessible. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme de balado. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou par courriel. On a aussi un YouTube. True. Donc, on publie un épisode chaque 2 semaines. Mon nom est Ramsey, je suis avec Alexander. Généraliste. Yes. See you next time. Let's go.